pistonné, la petite douceur du monde d'avant qui se bonifie comme une Ferrari dans le monde d'après. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour les pistonnés. La saison 2022 est enfin lancée. On a retrouvé nos bonnes petites habitudes avec bien sûr notre très joli plateau. Et on se retrouve, je vous le rappelle, à chaque week-end de Grand Prix. Le programme, il est très simple. Vous avez 3 rendez-vous tout au long des 23 week-ends qui nous attendent pour cette nouvelle année. On aura rendez-vous notamment le samedi, comme d'habitude, sur Winamax pour pole position, pour débriefer les qualifs et vous briefer pour la course. Et puis, bien sûr, les traditionnels rendez-vous des pistonnés. Le lundi, le débrief. Et le mercredi, l'aspect mag. Qui dit premier Grand Prix, dit première conclusion. Et on va en parler justement avec 2 garçons qui, il faut le dire, vont devoir laisser leur sang rouge en loge cette saison pour le bien de cette émission. Le H, monsieur Hamza Ramani, et l'homme dont BG ne sont que des initiales, monsieur Brice Germain, bien évidemment. Ça va, les gars? Donc tu me termines? Non, monsieur, c'est pour la vanne. Écoute, ça va, je vais pas le prendre mal parce que Charles Leclerc a gagné hier, mais il y a d'autres choses à dire que ça et il faut bien tempérer les choses quand même. Oui, c'est vrai, exactement. Et on va en parler. J'ai pas envie de tempérer les choses. On rappelle que la casquette est greffée, hein. On peut pas la retirer, donc c'est pour ça que tu l'as bien sûr aujourd'hui sur la tête. Les gars, avant de revenir sur ce Grand Prix bien sûr de Bahreïn, un petit cocorico quand même parce qu'on a des Français qui nous ont franchement régalé ce week-end. Je pense à Isaac Hadjar qui a gagné sa première victoire en sprint bien sûr en F3. Une pensée aussi également pour Victor Martins, victorieux toujours en F3, et puis notre Théo Pourchère qui a eu des soucis samedi avec ce moteur cassé et qui l'a emporté sur la course longue ce dimanche. Et puis il faudra même rajouter la victoire d'Alpine en WEC du côté de Sebring sur les hypercars. Bref, les Français nous ont régalé. Les gars, une petite réaction très rapide? Ça fait quand même plaisir de voir qu'en formule de promotion, on a absolument partout des talents qui peuvent jouer la victoire. Ça veut donc dire que l'avenir est assuré. On se rappelle quand même qu'il y a des années, on avait vraiment 0 pilote français en F1. Et là, la génération se renouvelle. Celle de Gasly, celle d'Ocon va voir naître des Pourchères, des Martins, des Hadjar. Donc c'est très prometteur pour le sport automobile français. Et puis si le début de saison, moi ça promet, première course à 3 victoires, on espère que ça continuera. Le plus important c'est quand même la régularité et il va falloir performer de ce côté-là pour passer un cap et peut-être la division supérieure. Et bien sûr, on suivra leur saison à ces 3 Français. On les fera venir même en plateau. C'est tout l'objectif. Vous allez voir, on va essayer de bouger un petit peu les meubles, avoir de beaux invités encore pour cette nouvelle saison et vous proposer plein de nouvelles choses. Allez les amis, on jette peut-être un petit coup d'œil au... Le sommaire, je crois que je ne l'ai pas fait. Pas de sommaire. On va débriefer tout de suite, bien sûr, ce Grand Prix de Bahreïn. On lance les hostilités pour ce premier Grand Prix de la saison. La saison 2022 a débuté à Bahreïn. On s'est posé énormément de questions depuis 2019 et la validation de ce nouveau règlement. On a eu les premières constatations. Regardons déjà le classement à l'arrivée de ce premier Grand Prix de la saison avec la 3e victoire en carrière de Charles Leclerc, le 85e doublé dans l'histoire de Ferrari. Lewis Hamilton qui monte sur un podium pour la 16e année consécutive. Russell P4, c'est le meilleur résultat de sa carrière. Magnussen qui signe son retour par une 5e position. On notera que Haas a déjà marqué plus de points que sur ses 40 dernières courses. 2 Alpha, 2 Alpine viennent compléter ce top 10. À noter aussi également la magnifique remontée de Tsunoda 8e. Et puis Joe, le Chinois, marque son premier point pour son premier Grand Prix. Ceci nous emmène naturellement, vous en avez l'habitude, aux 4 enseignements de ce Grand Prix de Bahreïn 2022. On reviendra sur le double abandon de Red Bull battu par KO. On se posera la question, faut-il être inquiet pour Mercedes? On évoquera la belle histoire Magnussen. Mais tout de suite, on attaque avec Ferrari. Première constatation, oui, le cauchemar est fini pour les rouges. Regardez plutôt avec ce tableau. Ferrari de retour aux affaires, le premier doublé depuis 2019. Les promesses de cet hiver ont été confirmées tout au long de ce premier week-end. Une monoplace stable, plutôt facile à piloter. Est-ce que justement Ferrari n'est pas revenu aussi également avec le meilleur moteur du plateau? J'attends votre avis sur le sujet. Et puis Leclerc, le week-end parfait, sa 3e victoire, son premier hat-trick en carrière. Sa tactique aussi également face à Verstappen sur le 2e relais lorsqu'il semblait être un petit peu plus en difficulté, qu'il entre guillemets laissait de l'espace à Verstappen sur le premier virage pour essayer de récupérer la zone DRS. Ça a marché en tout cas à 2 reprises. La parfaite maîtrise aussi également lors de la sortie de la safety car. Ferrari aurait pu s'en mêler les pinceaux. Ça s'est plutôt très très bien passé, bien aidé aussi par les problèmes de Verstappen. Et puis Carlos Sainz, on l'a appris hier après la course, qui devrait prolonger dans les jours à venir. Ferrari, la fin du cauchemar, les gars. Ça y est, on a retrouvé Ferrari. Je ne serais pas aussi dithyrambique pour le moment. Pour moi, c'est une victoire de circonstance par rapport au fait qu'ils sont plus prêts
Néanmoins, est-ce que leur voiture est la meilleure ? Ça, on le saura avec la manière dont les écuries vont réussir à régler leur monoplace tout au long de ce début de saison. Pour le moment, c'est simplement qu'ils sont le plus prêts vis-à-vis d'autres écuries, à mon sens. Quel plaisir quand même de retrouver ces images. Concentre-toi un petit peu. Quel plaisir. Non, mais effectivement, je pense que la course, le week-end global est prometteur. Maintenant, il n'y a évidemment aucune conclusion à tirer. Moi, j'attends évidemment une réaction de Mercedes. McLaren est au fond du trou, mais ils vont rapidement revenir. Enfin, forcément, la course au développement, effectivement, tu l'as dit, je vais le répéter, mais c'est vrai. Aujourd'hui, Ferrari est l'équipe qui s'est... Alors, je ne sais pas si elle s'est le mieux préparée, mais en tout cas, qui arrive aujourd'hui prête, qui ont pu régler les problèmes qu'on a vus à Barcelone et qu'on a vus à Bahreïn. Et les autres vont régler leurs problèmes. Maintenant, la question, c'est au niveau de la progression, parce que toutes les écuries ont une marge de progression élevée. C'est pas parce qu'aujourd'hui Ferrari est devant qu'on se dit Mercedes ou McLaren. Non, je pense que vraiment toutes les équipes ont une marge de progression élevée. Maintenant, le plus important, c'est la réaction face aux problèmes et puis la gestion du développement. Et est-ce que Ferrari va réussir à poursuivre sur l'ensemble d'une saison ce développement ? Mais c'est prometteur, effectivement. Regardez les propos de Mattia Binotto. Ça vient corroborer un petit peu votre prudence dans ce début de saison. Le boss de Ferrari qui s'est exprimé hier après la course et qui nous disait ceci: je pense que Red Bull est très très fort. Ça a été une question de détail en qualification. Et si je regarde le premier relais de Max en pneu usé, il gardait le rythme de Charles en course. C'est le champion du monde et pour moi, il reste donc le favori. Jeddah, dans une semaine, peut nous proposer une photographie complètement différente. Et je pense que nous devons attendre au moins 4 ou 5 courses avant d'évaluer nos chances au championnat. On l'a compris, la prudence bien évidemment par rapport à cette guerre du développement dont on reviendra d'ailleurs dans la partie magazine à retrouver ce mercredi. Mais quand même les gars, Ferrari marque énormément de points sur ce Grand Prix. Jeddah arrive très très vite. Jeddah, circuit de moteur. Ferrari qui a l'air quand même en sacrée forme. Pour Ferrari, l'optimisme, c'est qu'on risque et on peut marquer beaucoup de points dans ce début de saison. Je vais rajouter un petit biscuit à ta démonstration. Lorsque Ferrari démarre la saison avec la pole et la victoire, 2007. c'est doublé coupe, championnat. Doublé constructeur, doublé constructeur, pilote. Dans l'histoire de la F1, je crois que c'est arrivé 7 ou 8 fois depuis les années 50. Donc maintenant, est-ce qu'il faut y voir un signe ? Non, mais c'est vrai que ce début-là est très sain par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Même le doublé de 2010 faisait pas aussi sain. Là, on a vraiment l'impression que la voiture est dominante avec la Red Bull. C'est ce gap-là, et que cette voiture-là est plus prête, plus préparée à gagner d'entrée de jeu. Maintenant, effectivement, il va y avoir cette question de développement, mais aussi cette question de correspondance des circuits vis-à-vis de la monoplace. Et ça, pour le moment, on ne connaît pas encore les caractéristiques réellement de la monoplace, parce que même si la Ferrari a le meilleur moteur, et ça semble être le cas, parce qu'on voit bien les performances de Haas et d'Alfa Romeo. Et tu as du mal à te réjouir de ça ? Mais par exemple, la Red Bull avait la meilleure vitesse de pointe. Donc le meilleur moteur signifie pas forcément la meilleure vitesse de pointe, et Jeddah, c'est un circuit de vitesse de pointe. Donc on va voir peut-être que Red Bull sera devant. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment trop peu d'éléments. Ferrari est plus prête que les autres, et pour moi on ne peut conclure que ça pour l'instant, si ce n'est peut-être à la rigueur Charles Leclerc, qui a montré que c'est pas parce qu'il a passé 2 ans dans le midfield qu'il a perdu de la confiance au moment de jouer les avant-postes. La bataille qu'il a eu avec Max Verstappen, franchement, il a montré qu'il tiendrait tête à Max Verstappen s'il lutte, il est à voir. Moi, j'ai l'impression de retrouver un peu le Verstappen de la saison dernière face à Hamilton dans cette bataille sur cette course. Effectivement, après, il a toujours été comme ça, Charles Leclerc. C'est vrai que le fait de ne pas avoir eu 2 ans de Ferrari aux avant-postes, moi, personnellement, m'a fait un peu oublier. Mais effectivement, Charles Leclerc, c'est un pilote rude, c'est un pilote autoritaire en piste. Et sur cette situation, alors que concrètement, quand tu as Verstappen derrière toi, il y en a qui vont être un peu plus prudents. Lui, il n'a pas hésité à fermer la porte, à freiner, limite à se décaler en zone de freinage. Moi, j'ai effectivement trouvé ça beau. Et je pense que les certitudes, sur l'écurie, on ne peut absolument pas en avoir, effectivement. Maintenant, sur les pilotes, tu as parlé de Charles Leclerc, on peut parler de Carlos Sainz aussi. Le fait d'avoir 2 pilotes relativement proches, parce qu'au final, Carlos Sainz, sur l'ensemble du week-end, il est quand même légèrement derrière Charles Leclerc. On l'a déjà vu en essai, on l'a vu en qualification, mais il répond présent. Après, oui, il y a le doublé avec la circonstance, l'abandon de Max Verstappen, mais aussi de Pérez. Mais la promesse, en fait, elle est liée au line-up
et aux performances des deux pilotes. Après, effectivement, est-ce qu'ils vont réussir à gérer le développement? C'est encore une fois, on ne le saura qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois. La petite annonce d'hier soir après la course, c'est la prolongation. Ils se sont mis d'accord. C'est ce que nous a dit Mattia Binotto. Sainz et Ferrari se sont mis d'accord. Le contrat n'est pas encore signé. Allez, très rapidement les gars, est-ce que vous pensez que quand on se met d'accord après le premier Grand Prix de la saison remporté sur un doublé, est-ce que vous pensez qu'on peut figer les positions dans ce nouveau contrat de Carlos Sainz avec un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2? Je suis pas sûr. Moi, je pense que l'optique aujourd'hui de Ferrari, c'est de gagner Enfin, pas de gagner le constructeur, mais de prendre le plus de points possible pour l'équipe. Si au mois de juin ou au mois de septembre, il y a un pilote qui est légèrement devant l'autre et qui a une bataille avec Verstappen, avec Hamilton, avec Russell, qu'importe, ou avec Perez ou qu'importe, là, il faudra prendre une décision et je pense qu'on prendra la décision. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on soit dans l'optique de dire numéro 1, numéro 2. Hormis époque Michael Schumacher et à l'époque où Ferrari avait deux talents, on va dire à peu près équivalents, ils ont toujours choisi de privilégier le premier pilote à l'instant où mathématiquement ça devenait impossible pour l'autre pilote d'être champion du monde. Je pense à l'époque Raikkonen-Massa, mais également à d'autres époques dans les années 90 où c'était vraiment la même chose. Donc là, je pense qu'ils veulent sécuriser des points et c'est le plus important en fait pour eux. Comme l'a dit Hamza, ils ont encore la logique de se battre pour la 3e ou 4e place dans la manière de gérer les pilotes. Et je pense que c'est la bonne option, moi. Oui, en fait, ils devront gérer autrement au moment où ils verront la relation se dégrader. Pour le moment, la relation ne se dégrade pas. Et il y a un truc qui aide, c'est qu'il y a Max Verstappen au milieu des deux, qui fait que pour le moment, il n'y a pas de combat en piste. Le jour où, effectivement, si Ferrari se retrouve largement devant et que Sainz et Leclerc doivent se battre, peut-être que Binotto aura un choix à faire qui sera pas contractuel, mais au moins mettre les bases sur la table pour expliquer aux deux quel est leur rôle. Et puis on en revient à ce que disait Charles Leclerc très rapidement sur Canal quand il disait 5 victoires cette saison. Oui. Peut-être que l'optimisme, en voulant gérer aussi la prolongation de Carlos Sainz dès le début de saison, c'est de se concentrer vraiment sur la conquête d'un titre, au moins d'un titre. Eh bien, on suivra ça tout au long de cette saison 2022 dans les pistonnés. Deuxième enseignement, évoquons Red Bull. Red Bull qui a été mis KO hier. Pourtant, cette voiture avait un sacré rythme tout au long de ce week-end. Cette RB18 qui était bien la seule à pouvoir suivre Ferrari. Une victoire impossible. Ferrari était bien plus rapide, nous a dit Christian Horner à l'arrivée de cette course. 30 points aussi également partis en fumée avec ce double abandon à 5 tours de l'arrivée alors que Verstappen était 2e et Perez 4e. Une panne d'alimentation en essence des deux moteurs. Voilà la suspicion du côté de Christian Horner et de Red Bull. À noter un autre problème aussi sur la voiture de Max Verstappen, problème indépendant de direction. On imagine aussi du côté de chez Red Bull que le track rod a été endommagé au moment du dernier arrêt au stand du pilote néerlandais. Et cette question, les gars, autour de la fiabilité. Est-ce que ça va pas être là le grand défi 2022 pour l'écurie autrichienne? Est-ce que Honda déjà a pris des risques pour la dernière évolution du moteur qui a été fourni, puisque je rappelle que les moteurs sont gelés désormais d'un point de vue performance, on ne pourra travailler que sur la fiabilité. Et justement, qui va travailler sur la fiabilité? C'est cette nouvelle entité, Red Bull Powertrains, puisqu'on rappelle que le moteur à combustion interne est produit toujours bien sûr du côté du Japon par Honda, mais sinon l'entretien, alors toutes les autres parties sont construites par Milton Keynes. Et Milton Keynes, l'usine Red Bull, va aussi s'occuper de l'entretien de tous ces moteurs. Est-ce qu'ils ont véritablement la culture? Est-ce qu'ils ont vraiment le savoir-faire? Est-ce que le double abandon d'hier vous inquiète concernant cette notion de fiabilité chez Red Bull tout au long de cette saison 2022? Ce double abandon, il me rappelle le double abandon de Renault il y a quelques années, Hülkenberg-Ricciardo, c'est 2019. 2019, oui, tout à fait. Où Bahreïn, les deux abandonnent parce que le moteur n'est pas prêt et le moteur Renault va avoir une saison compliquée. Ça me rappelle ça. Après, je dis pas que ça va évoluer de la sorte. Je trouve que la comparaison est audacieuse dans le sens où la Renault, à l'époque, c'était une voiture extrêmement limitée en performance. On n'entendait rien. Aujourd'hui, Red Bull, il y a au moins la performance. Oui, bien sûr, mais je te parle pas. Là, mais là, on parle de fiabilité. Donc, on peut être un peu plus optimiste, même si la fiabilité pose. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu as un problème de fiabilité, et on l'a vu avec Mercedes l'année dernière, c'est pas comme un problème de performance où tu vas pouvoir trouver quelque chose, une pièce, une idée qui va t'aider. La fiabilité, c'est quelque chose qui se travaille sur le long cours. Donc, effectivement, s'ils ont un problème, alors ça peut être un problème circonstanciel. À Bahreïn, il est arrivé quelque chose aux deux voitures. Néanmoins, qu'il arrive quelque chose aux deux voitures au même moment, si c'est la même panne, c'est ce qu'ils ont l'air de penser, hein. Ça pose quand même problème. Et c'est exactement la même chose qu'on avait vu avec Bottas et Hamilton l'année dernière, où dès qu'il y avait une panne sur les deux voitures, on craignait fortement que la même arrive sur la deuxième. Une panne sur les deux voitures en même temps, et la même, c'est très très mauvais signe. Alors,
Je ne dis pas que Red Bull va foirer sa saison, pas du tout. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a très peu de temps entre Bahreïn et Jeddah. Il va falloir quand même trouver des solutions rapides parce que pour le moment, Red Bull prend un 43-0 par Ferrari. Max Verstappen prend un 26-0 par Charles Leclerc et un 15-0 par Lewis Hamilton. Ok, c'est pas énorme, mais déjà, ils partent avec un handicap. Donc, ils vont devoir pousser la performance, pousser vers le haut comme ça. Et s'ils n'ont pas la fiabilité, ça va être très compliqué. Le dessin de la voiture va très bien. La voiture est très bien née. Oui. Par contre, effectivement, s'ils ont déjà pris des risques l'année dernière sur ce moteur... Mais le risque est payant, quoi qu'il arrive. Et qu'ils... Ils ont été champions du monde. Oui, bien sûr. Mais s'ils reprennent des risques sur la base de la prise de risque qu'ils ont pris l'année dernière, excuse-moi, mais ça peut au bout d'un moment faire trop. Ça a tenu l'année dernière. Faut voir cette année. Et puis c'est eux qui vont devoir travailler sur la fiabilité aussi, les gars. Bah. C'est-à-dire qu'avant, c'est toujours Honda en sous-main, entre guillemets, parce que ce sont des techniciens Honda pour la majorité qui sont du côté de Milton Keynes. Mais on va dire qu'il va falloir qu'ils trouvent peut-être la clé eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui peut être inquiétant, je trouve, du côté de Ça fait Red Bull. partie de l'indépendance et de l'évolution de l'écurie. Si tu veux passer un cap, pas dans la performance, mais dans l'aspect institutionnel, j'ai envie de dire, je vais pas parler de respect, ce serait peut-être un grand mot, mais pour voir Red Bull comme une institution de la Formule 1 à terme, il va falloir aussi prendre son indépendance. Je trouve que l'idée de base est bonne. Et même, soyons fous, tirons des conclusions dès le premier Grand Prix, même si jamais Red Bull foire sa saison À cause de ça. à cause de la fiabilité, C'est pas très ils grave. ont remporté le titre en 2021. Et je pense que pour eux, c'est le plus important. Maintenant, Bien ils ont 4-5 ans où ils auront le temps justement de régler ces problèmes de fiabilité. Si ça coûte trop de points sur cette année 2022, je suis pas sûr que ce soit dramatique. L'accord qui a été passé pour Red Bull Powertrain, c'est Honda s'occupe toujours sans namer le projet du moteur et Red Bull Powertrain s'occupe pour le moment de l'entretien de ce moteur. Mais l'accord... Construction MGUH, MGUK aussi, je crois. Oui, Ouais. mais en tout cas, l'unité de combustion interne, en tout cas, ça sera l'entretien. Mais on est bien d'accord que c'est beaucoup plus facile pour toi quand tu loues un appartement neuf de l'entretenir qu'un appartement qui est délabré. Complètement. Si tu n'as pas, entre guillemets, les compétences d'entretien. Donc, effectivement, si aujourd'hui le moteur, en termes de fiabilité, il pose certains soucis, bah, ça va être forcément beaucoup plus dur pour une équipe qui n'est pas motoriste de base de régler ces problématiques-là. Et on a vu que le calendrier, les courses s'égrènent très très vite et du coup, les points à prendre vont s'égrener très très vite. Donc, il y a des solutions à trouver quand même. C'est aussi une saison à 23 courses. Bah, t'as ces deux points de vue-là, mais effectivement, dans 2 mois, il y a 5 courses de passé. Tu peux dire aussi avec un petit peu d'optimisme que Red Bull n'a pas eu tant de problèmes que ça avec son moteur pendant les essais, qu'ils ont beaucoup roulé. C'est peut-être un épiphénomène, ce qui s'est passé aussi également hier. Tout à fait. C'est parce qu'aujourd'hui, on a 100% de la saison qui s'est déroulée hier et 100% de la saison où on a vu 3 abandons liés à un moteur Honda, même si les pannes ont l'air quand même différentes par rapport à AlphaTauri. Mais ça reste quand même le moteur Honda. Donc oui, ça peut être un épiphénomène, néanmoins c'est quand même un gros coup d'alerte. La Red Bull est performante, mais pour le moment, elle n'a pas vu l'arrivée d'un Grand Prix. Donc faut voir à Jeddah si, en poussant le moteur fort comme Jeddah le nécessite, ils peuvent montrer leur vrai potentiel. Un petit mot sur Mercedes, les gars. C'est notre 3e enseignement en préparant cette émission. Vous m'avez dit... Non, nous ne sommes pas vraiment inquiets. J'ai du mal à me faire du souci pour l'écurie allemande. Pas encore d'inquiétude, c'est la question du coup que je voulais vous poser pour que vous nous expliquiez pourquoi. Confirmation déjà d'une chose, Mercedes ne bluffait pas. Il y a eu ce changement de cap aéro entre les essais de Barcelone et les essais de Bahreïn et les mauvaises surprises dont a parlé Toto Wolff. Il pensait qu'il ne rencontrerait pas tant de problèmes et qu'il verrait tout de suite une amélioration des temps. Malheureusement, ils ont ouvert une boîte de Pandore, on va dire, lors des essais de Bahreïn et ont eu plein de mauvaises surprises. Une voiture très instable en virage, un marsouinage très important et un déficit de vitesse de pointe. Alors Toto Wolff nous dit c'est parce que cette voiture génère trop de traînées. Certains esprits un peu taquins diraient que le moteur Mercedes est peut-être un peu raté et la 3e hypothèse c'est qu'il y a tellement de marsouinage qu'on a peut-être aussi remonté la hauteur de caisse et perdu un petit peu en performance ou tout simplement un peu bridé ce moteur pour éviter justement la prolifération de ce marsouinage. L'erreur stratégique aussi également sur le premier stop avec Hamilton qui a chaussé les hards assez tôt dans la course et qui a perdu ensuite une seconde au tour. Et puis Mercedes, la résultante à l'arrivée à Bahreïn, c'est que c'est la 3e écurie dans la hiérarchie, quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis la saison 2013. Faut-il pour autant être inquiet? C'est la question que je vous pose, parce que quelque part il y a la promesse de gagner une seconde au tour en optimisant justement ce concept et qu'il y a peut-être la possibilité d'aller chercher quelque chose. Vous n'êtes pas inquiet les gars ce matin? Bah, mathématiquement non, puisque déjà
Ils font 3 et 4, mais du Miracle, mais ils Mercedes sont tout là. craché. Voilà, exactement. Concrètement, ils sont deuxième au championnat constructeur. Ils sont deuxième au championnat constructeur. Ouais, deuxième, ouais, tout à fait. Donc, tranquille, hein, tout va bien. Et puis, si Toto Wolff nous dit qu'il compte gagner une seconde au tour avec cette voiture, Lewis Hamilton était à 7 dixièmes de la pole. Je suis pas non plus un crack en maths, mais voilà, ça passe et ça fait pole, quoi. Donc, si eux pensent avoir le développement potentiel d'une seconde, bah, c'est quand même énormissime, quoi, comme développement. Donc, moi, je m'inquiète pas parce qu'ils ont l'expérience, ils ont les moyens, ils ont les ressources humaines, ils ont 2 pilotes fantastiques. Et en plus de ça, ils ont un concept qui demande qu'à être développé. C'est-à-dire qu'on les voit à 7 dixièmes, mais c'est ceux qu'on voit le plus en difficulté dans leur pilotage. Donc, si tu règles, facile à dire, mais si tu règles le survirage et le sous-virage, tes 7 dixièmes au tour, tu vas les trouver. Hein. Donc, sincèrement, moi, je me dis à Ferrari, prenez vraiment de l'avance tant que vous pouvez. Tentez de faire une Brawn 2009 à poutrer le début de championnat, allez-y, parce que je pense que du côté de Mercedes, on va revenir fort, à mon avis. Ils nous ont prouvé par le passé, alors ils étaient dans une position de dominant, domination quand même importante sur les précédentes années. Mais ils nous ont prouvé par le passé, notamment la saison dernière, leur faculté de réaction, leur faculté de développement. Moi, je n'arrive pas encore plus là, ils font 3 et 4, c'est inespéré, mais ils répondent présent. Mais même s'ils avaient fait 5 et 6, même s'il y a eu un double abandon à la place de Verstappen, Perez, et tu te retrouves avec Russell et Hamilton qui font un 0 pointé, je n'aurais pas pu être inquiet. Je n'arrive pas à être inquiet pour Mercedes. C'est une saison à 23 courses. Encore une fois, on va se répéter, mais c'est la première course, il n'y a ni bilan ni conclusion à tirer. Je pense qu'on reverra Hamilton très vite en haut. Je pense qu'on verra Russell très vite en haut. Enfin, qu'on verra, du coup, Russell très vite en haut. Mais en plus, Mercedes, ils n'ont pas l'habitude de parler dans le vent. Quand Toto Wolff, il te dit une seconde au tour, c'est bizarre que lui se permet de dire une telle chose. Bah, s'il sait, c'est qu'il voit déjà où aller, quand même. Donc, On a souvent dit aussi que c'était un championnat du monde. Ça sera sans doute cette saison un championnat du monde du développement avec les nouveautés qui vont arriver. C'est-à-dire que l'année dernière, lorsqu'on touchait à l'aéro, qu'on arrivait avec des nouvelles pièces, on gagnait quelques dixièmes. Là, peut-être que certains ajustements, certaines nouvelles pièces pourront permettre aux écuries de gagner peut-être une demi-seconde, voire une seconde, on l'a dit, pour le cas de ce qu'on espère du côté de chez Mercedes. C'est vrai que si c'est un championnat du monde du développement, on peut faire confiance à Mercedes. Quelle écurie a le mieux prouvé durant 8 ans qu'elle savait développer et innover? Quelle écurie a amené des choses complètement folles sur les courses avec... merde, comment ça s'appelait déjà le DAS. Le DAS. Enfin, on t'amène le DAS, on t'amène ce système-là qui va baisser les suspensions arrière. Enfin, je veux dire, en termes de développement, ils ont quand même mis une rouste à tout le monde sur les 8 dernières années. alors qu'ils étaient devant déjà. Oui, Donc là, quand il faut aller chercher dans la position du chasseur... Donc si aujourd'hui tu me dis qu'ils ont 3 mois de retard, pour le moment j'ai envie de rigoler, quoi. Je me dis, mais ok, ils vont pas être là pendant 4 courses, quoi. Ah bah alors attends, justement, petite réaction de George Russell. Hier déjà, Toto Wolff a dit à l'arrivée de cette course, nous allons sans doute devoir nous contenter d'un no man's land pour les prochaines courses. George Russell qui nous dit, de manière réaliste, il n'y aura pas de miracle tout de suite, on aimerait, mais ça va prendre du temps, il va falloir être analytique plutôt que de tenter des choses sur la voiture sans savoir si c'est la bonne approche. On est optimiste quant au fait que ça puisse aller mieux, mais nous sommes tellement loin que même en étant plus à l'aise avec la voiture, on ne sait pas si on bousculera la hiérarchie. On aura sûrement des courses solitaires en première moitié de saison, loin derrière Ferrari et Red Bull. Tu bluffes, Martoni, ou quoi? C'est quoi? C'est du bluff? C'est de l'intox? Mais non, mais c'est comme ça que vous le lisez? Non, parce qu'une demi-saison, c'est long à rattraper. Hein. Oui, c'est même mais impossible. Mercedes, ça n'a jamais été l'écurie qui veut faire le coup d'éclat. Mercedes est une écurie qui veut marquer son empreinte dans l'histoire de la Formule 1, avec les 8 titres de Lewis Hamilton potentiels, avec ses titres consécutifs. Sincèrement, on a vu l'année dernière que rater le dernier titre de l'ère hybride les chafouinait parce qu'ils n'auraient pas tout trusté. Mais là, ils sont sur une nouvelle ère et ils acceptent leur retard. Je pense que c'est beaucoup plus important pour eux de construire peut-être sur la deuxième moitié de saison une voiture qui permette à Mercedes de s'inscrire sur le long terme dans les prochaines années. Exactement comme Red Bull a fait à partir de la Révolution 2009. Ils n'étaient pas dominants première moitié de 2009 et résultat, ils ont tout dominé jusqu'à fin 2013 parce qu'ils ont trouvé la solution et un concept totalement différent qu'ils ont développé. Je pense que Mercedes prend la même option et qu'il y a zéro inquiétude parce qu'ils sont là pour le long terme. Peut-être pas Lewis Hamilton et peut-être qu'on prend trop les choses sur le prisme Lewis Hamilton parce qu'il a 37 ans. En attendant, Mercedes, elle, est là pour sécuriser les choses et créer des dominations et montrer qu'ils sont les meilleurs sur le long cours en sport automobile. Rien à rajouter.
Il était brillant, Non, t'es j'ai d'accord. fait un tunnel. Non, mais mais il a tout dit. il a C'est tout dit. incroyable, c'est incroyable. 2022 commence sur les chapeaux de roue, les amis. Si vous êtes en plus d'accord, j'ai mué en Michel Drucker, si vous voulez. On vieillit, tu vois, ça s'agit un peu. C'est tout pour Mercedes. Du coup, si j'ai bien entendu, vous êtes pas inquiet en tout cas pour Pas le du long tout, terme même. et pas du tout Ah ouais. inquiet. Et on verra J'ai pour le même court peur. terme. J'ai même peur. Pour le 4e enseignement, je propose qu'on parle d'une belle histoire, les gars. La belle histoire du Danois Kevin Magnussen, de retour en Formule 1 officiellement depuis 11 jours. Lui qui a reconnu ne pas être complètement prêt physiquement. 5e, oui, je sais que vous adorez cette photo, c'est un petit montage. Bel là, hommage avec, à Romain voilà. Grosjean. Pardon Bel hommage à Romain à Grosjean. Romain Grosjean, c'est vrai, t'as raison. P5, meilleur résultat d'une Haas depuis Autriche 2018. Haas qui n'avait pas bouclé une seule simulation course, les gars, aussi bien en essai cet hiver qu'en essai, bien sûr, du côté de Bahreïn. C'est quand même assez dingue. La VF22, une voiture bien née. Nous avions la voiture la plus forte en milieu de peloton, nous a dit Kevin Magnussen. Peut-être aussi que la collaboration avec Ferrari porte ses fruits. Un premier camouflet pour Schumacher, ça c'est la question que j'ai envie de vous poser parce que c'est vrai qu'on a longtemps dit que Schumacher, le potentiel, on a eu du mal à l'évaluer sur 2021. Alors certes, il a eu des soucis sur sa monoplace et a perdu du temps avec l'accrochage avec Esteban Ocon, mais quand même, il s'est fait battre par un revenant qu'on n'attendait plus, Kevin Magnussen. Presque un pilote, on va dire, c'était pas notre pilote préféré, mais on est vachement heureux de le retrouver et bluffé par la performance d'hier. Vachement heureux. J'aurais préféré voir Nico Hülkenberg à ce volant. Oui. Non, mais effectivement, c'est que ça reste quand même une belle histoire pour Kevin Magnussen qui avait quitté la F1 par la petite porte. Je pense qu'il en avait marre, comme Grosjean, de piloter ce tracteur. Et au final, il revient. C'est une agréable surprise. On le voit à son sourire. Je pense qu'il s'y attendait pas, quoi. Il s'y attendait pas. Il pensait revenir en fond de grille. Et il se retrouve à se battre limite avec les Mercedes en qualification. Extraordinaire. Mais Franchement, quand même- l'histoire est belle. On est quand même loin du Magnussen qui gueulait Suck My Balls à Nico Hülkenberg là. Oui, ils se sont même checkés, ils se sont fait les amabilités là. On pour est la sur photo. un Magnussen 2.0, mais qui, en fait, j'ai l'impression qu'il profite de chaque moment parce que c'était tellement inattendu que du coup, c'est que du bonus. Et cette Haas, en plus, qui renaît de ses cendres, C'est vraiment incroyable. en mode Franchement, phénix là, qui revient, qui performe, et en plus de ça, qui n'est pas dû qu'au moteur Ferrari, parce que si tu regardes bien, toutes les écuries ont perdu une seconde par rapport à l'année dernière. Haas a Ça a gagné. progressé, ouais. Donc il n'y a pas que le moteur. Il y a aussi eu un développement. Alors ça se trouve. Avec des échanges un peu Ferrari, parce que je trouve cette Oui. voiture, regarde les pontons sont pas si différents que celles de Ferrari, par exemple. hein. Il y a quand même pas tout ce. toutes ces Non, sculptures, bien etc., sûr, bien sûr, ça va pas mais, aussi loin. mais oui, faut quand même noter que Haas est quand même devenu très 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 proche cette saison de Ferrari, que Ferrari, pour respecter son cap budgétaire, a envoyé quelques ingénieurs chez Haas parce que Haas n'atteignait pas son cap budgétaire. Bref. Tout le monde s'est un peu arrangé, et si Ferrari va vers le haut, Haas va vers le haut, et si Ferrari va vers le haut, Alfa Romeo va vers le haut. Donc effectivement, Magnussen profite de tout ça. Et moi, je trouve que c'est une super histoire parce que c'est très facile de taper sur des pilotes, et on l'a fait, qui sont en fond de grille parce qu'ils montent pas grand-chose. Mais ce qu'il a montré là, alors effectivement, il n'est pas toujours très propre, il a été rugueux, mais en attendant, ça reste un pilote super rapide et qui fait une P5. Franchement, chapeau. Moi, par contre, Ouais, vas-y. j'ai pris une claque en fait ce week-end par rapport à Schumacher. Ah ouais, c'est violent. Je m'y attendais pas. Autant la performance de Haas, Magnussen, je m'y attendais pas. Mais le revers de la médaille, c'est que Schumacher, je savais pas quoi en penser parce que il mettait à l'amende Nikita Mazepin. Je me disais bon, il y avait quand même quelque chose, même si ce n'était que Mazepin, avec tout le respect que j'ai pour ce pilote. Là, Magnussen découvre la voiture il y a même pas une semaine. Il se prend une pile en qualif. Il termine en course 11e. 7, Non. 11. Il est 11. Non, 5, 11. Il est 11. Oui, mais bon, il y a deux abandons de Red Bull, il y a Gasly. Donc, Lui dit qu'au moment où Ocon le tamponne au départ, il D'accord. aurait perdu des éléments Il y a aérodynamiques et la voiture était dure à conduire. Il y a Mais c'est la vrai que ça ne retire qualification. pas la qualification. il y a t'as la raison. qualification. Alors, évidemment, c'est le début de saison. Moi, je vais quand même attendre avant de tirer des conclusions. Mais par contre, sur Schumacher, je m'y attendais pas. Quoi. Et puis il faut aussi se dire que peut-être que cette voiture, de la manière dont elle est née, elle correspond plus à Kevin Magnussen dans son pilotage qu'à Mick Schumacher. C'est Oui, possible. peut-être aussi, Après, mais- ce qui est En 11 dommage. jours, elle aurait été faite pour Non, mais Magnussen. ce qui est dommage, c'est qu'elle est censée être faite pour Mick Schumacher. Ce qui prouve quand même C'est un gros que hasard. chez Haas, on tire un petit peu à vue comme ça et on voit où la balle atterrit. Quoi. Mais
force est de constater qu'ils ont un pilote qui performe. Et pour le moment, quand tu es autant en fond de grille, juste avoir un pilote qui performe et qui va aller mettre 10 points comme là, purée, quel bol d'air frais, comme tu l'as dit. 40 courses sans points. Aujourd'hui, As, avec ses 10 points, sécurise déjà de ne pas être dernier. Exactement. Avec une course. Exactement. Et c'est suffisant. C'est qu'il y a déjà une progression par rapport aux 2 dernières années. Franchement, c'est suffisant. Et c'est incroyable. Le rythme en course, moi, C'est fou. Bon, à un moment, ok, en début de course, Russell et Hamilton passent rapidement, mais il tient tête à tout le monde. Derrière Mercedes, c'est eux qui avaient le meilleur rythme, on va dire, dans ce midfield. Hein. Quatrième meilleur rythme. Après, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure pour Ferrari est valable pour toutes les équipes. Bien Et sûr, donc, c'est pour que la As, première course. maintenant, c'est aussi le développement qui va nous permettre de dire et de voir surtout si As pourra la régulière sur l'ensemble de la saison. Parce que s'ils parviennent à garder ce rythme par rapport à la concurrence, il y a mieux que ne pas être dernier à jouer au championnat, là, très clairement. Maintenant, effectivement, le développement sera très important. Et ça n'a jamais été le point fort de As, hein, le développement. Après, là, Non, mais effectivement, il y a l'arrivée des l'optimisation, Ferrari, développement, complètement. C'est là où on verra peut-être la différence. Peut-être faire une différence. Après, il faut aussi que le line-up suive, hein, parce que effectivement, comme tu dis, Mick Schumacher, s'il fait 11e, au final, sur le long cours, tu vas avoir des Alpines qui roulent en tir groupé, qui vont mieux fonctionner, alors peut-être avec une voiture qui va moins bien McLaren, je fonctionner. pense, à terme, va revenir. On Les peut gars, pas sur un seul pilote. Vous avez dit qu'il faut laisser du temps à Ferrari, il faut laisser du temps à Mercedes, laissons du temps à Mick Schumacher. Oui. Il y en a un qui n'en aura pas, malheureusement, c'est Nico Hülkenberg. Oui, Qui a surclassé Lance Stroll en qualification, je tenais à le dire. Et pas en course. Il était un peu fatigué, le Nico, quand même. C'est normal. T'imagines, il court pas. Hein. On rappelle que Magnussen était en IMSA, avait un programme WEC, etc. Pour Hülkenberg, pour le coup, il y a C'est quand même absolument rien. Hein. Faut quand même dire un C'était truc. absolument pas prévu, mais. C'est le premier pilote intérimaire de l'histoire de la Formule 1. quoi. C'est un truc super sub. Super sub. sub. super sub de tout le monde. Non, quoi. mais 2020, il arrive, il cartonne. Je crois que c'était Stroll déjà son coéquipier, parce qu'il avait remplacé Vettel. Attends, non, il remplace Stroll. Et là, enfin, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Il est fort, bien sûr, notre ami Nico Hülkenberg. Le meilleur ami du Covid, si on peut se permettre, bien évidemment. Regardons la situation au classement du championnat du monde des pilotes et des constructeurs. Aucune grand enseignement à tirer, bien sûr. Si ce n'est que Ferrari a déjà 44 points et que Red Bull en a 0. Les amis, je profite de ce classement pour vous dire aussi qu'on a décidé de ne pas parler de McLaren, on a décidé de ne pas parler d'Aston Martin, on aurait pu leur tomber dessus, mais puisque nous ne sommes qu'au premier Grand Prix d'une nouvelle ère, on va leur donner un petit peu de temps, bien sûr, et constater leur progression sur les prochains Grands Prix. On aura l'occasion de faire peut-être un plus gros sujet lorsqu'on aura aussi également un petit peu plus de billes. Voilà en tout cas pour ce débrief du Grand Prix de Bahreïn. C'est l'heure de l'instant Winamax, les amis. Je vous rappelle bien que tous les samedis, vous pouvez retrouver l'émission F1 Pole Position qui se passe en présence, bien sûr, de Brice et de moi-même. On est accompagné de fort belle manière par notre ami Antoine, bien sûr, le pit stop. C'est tous les samedis. D'ailleurs, la dernière émission est à retrouver sur le Grand Prix de Bahreïn. Dernière émission où on a eu la chance d'accueillir Julien Simon Chotan, l'ancien ingénieur de course de Kimi Raikkonen. C'était l'occasion justement de parler du pilote finlandais qui manquait à l'appel pour cette nouvelle saison 2022. Regardez un petit extrait, Julien Simon Chotan qui nous parle de Kimi Raikkonen. Tu parles souvent du ressenti exceptionnel de Kimi Raikkonen. Est-ce que pour toi, ça, c'est la marque des grands chez un pilote? Et est-ce que justement, de par ce ressenti, la science de la course dont tu nous parlais à l'instant, est-ce que pour toi, ça fait de lui le plus grand avec qui tu as pu travailler? Oh, de loin, de très très loin. Je ne dis pas que c'est le plus grand de tous les temps, mais c'est de loin le... Bon, je ne veux pas faire de la peine aux pilotes avec qui je travaille, mais c'est, on va dire, un des tout grands de la Formule 1 et c'est un des meilleurs pilotes au niveau ressenti de ce qu'il ressentait avec ses fesses, parce qu'évidemment, ils sont assis sur un siège en carbone à quelques centimètres du sol, donc c'est comme ça qu'ils ressentent les informations, mais aussi au niveau du volant. Ce qu'il faut savoir, que ces Formule 1, elles ont beaucoup d'assistance au niveau de la direction, donc le volant, il est très très léger par rapport à la F2 ou la F3, et on a plein de réglages, et lui, il avait une sensibilité au niveau de ce qu'il avait besoin pour ressentir les informations en entrée de virage particulièrement, qui étaient hors du commun. Donc oui, c'était un des meilleurs pilotes avec qui j'ai travaillé au niveau ressenti et savoir ce qu'il avait besoin.
Bon, désolé pour la coupe, hein, c'est le nouveau concept 2022. On a essayé des choses, on a tâtonné, on est revenu sur des pontons un petit peu plus resserrés. Si je vous parle de Julien Simon-Chotan, c'est tout simplement parce que dans la deuxième partie à vivre ce mercredi, ce sera notre invité, entre guillemets, avec une très très belle interview. Je vous propose de regarder justement le programme qui nous attend pour mercredi. On fera une spéciale 2022, un débat où on se posera la question 2022, une révolution suffisante, point d'interrogation. Qu'est-ce qui a changé en course? On vous parlera de nos premières impressions. Et puis, on essaiera de se poser la question, est-ce que le changement de hiérarchie auquel on a assisté ce week-end peut être durable? Est-ce qu'il va assez loin? Bref, on parlera de tout ça dans le débat. Et puis, l'entretien, puisque c'est la petite nouveauté de cette saison 2022, c'est un des grands défis de cette saison. On a essayé de se fixer le fait de vous proposer une interview par émission. Et on aura une première partie avec Julien Simon-Chotan qui nous parlera de 2022 et de tout ce concept et de tous les petits échos, les petits bruits qu'il a eu auprès des différentes écuries. Ce sera très intéressant et à retrouver donc dès mercredi dans le MAG. Merci beaucoup Brice, merci beaucoup Hamza. J'ai hâte d'avoir l'entretien de Brice Germain. Oui, ça va venir, tu sais très bien, dans un canapé, dans un fauteuil, bref, on parlera de tout ça, notre vice champion de karting qui nous parlera de sa carrière, bien évidemment. Merci les gars. Ça sera un snap. Hein. Battu en karting par C'est vrai. À cause d'une sortie de piste. Mais je t'inviterai en confessionnal pour nous parler de tout ça. Allez les amis, rendez-vous mercredi pour le grand débat et le magazine des pistonnés. Passez une superbe journée et merci d'avoir été avec nous.